problème, c'est qu'on est dans une démocratie monarchique et que, toujours pareil, le phénomène de la starisation ne favorise pas l'action. Parce que bien souvent, et ça m'est arrivé à moi, on a critiqué l'élu pour sa vie personnelle, non pas par ses actions. Et contrairement, et ça a commencé finalement avec Sarkozy. Je ne suis pas anti-Sarkozy, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais avec lui, on a vu le star system arriver. Voilà. Et après, on a bien vu qu'Hollande a été embêté aussi sur l'histoire personnelle. Et on voit bien que Macron, il a joué beaucoup sur le star system. Il a défendu une image et il s'est protégé. L'image du gendre idéal, voilà. Il s'est protégé, il s'est beaucoup protégé, mais il s'est protégé derrière un mur énorme, un être intelligent, brillant, mais qui se protège énormément et qui finalement, on a l'impression qu'il est enfermé dans sa monarchie. Puis tout d'un coup, il vient discuter avec des gens, puis on le trouve brillant parce qu'il l'est, mais c'est quand même encore plus l'exemple qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'on estime qu'il est intouchable dans sa tour d'ivoire et que de temps en temps, il se permet d'aller voir les gens et de leur montrer sa brillance. Et après, il revient et il est toujours aussi monarque. Alors, est-ce qu'il est responsable de ça? Je ne sais pas, mais on n'a pas envie de voir ça, quoi. Et à travers ça, tu as des mecs comme Bernard Tapie, qui a mis des gens au chômage, à l'appel, et qui est très critiquable à ce sujet, mais quand il parle, lui, il parle aux gens, avec ses tripes. Il est capable de convaincre. Il est capable de faire des actions immédiates. Il est capable de dire aux Gilets jaunes, je vous prête mon journal, les locaux de mon journal à Provence. Voilà. C'est curieux, hein. Alors que le maître, on sait qu'il a foutu des gens et des gens au chômage de partout, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que malheureusement, être élu aujourd'hui, c'est plus autant sacralisé, mais le fait que les gens voudraient voir des fonctions moins sacralisées, sacralise encore plus celui qui est en place parce qu'il se protège de la non-sacralisation, de l'irruption des gens qui peuvent tous dire quelque chose par les médias, qui ont tous quelque chose à dire par les réseaux sociaux et qui peuvent faire irruption dans la vie de n'importe quel élu à n'importe quel moment pour dire ce qu'ils pensent. Donc là, il y a un problème avec ça. Et ça manque de lieux conviviaux, tout simplement. Ça manque de café, d'afterworks le soir, jeudi soir ou le vendredi soir, où tu as vraiment, on se lâche, on a bossé, on parle de ce qu'on a vécu, on donne ses idées, on crée des sympathies, puis on dit tiens demain, tu sais quoi, je vais prendre tes gamins, je les amène à l'école en vélo, puis toi demain, voilà. C'est petites actions, parce qu'on n'a plus la proximité vraiment. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important. Ou alors des petits lieux culturels qui donnent envie d'eux, voilà. Puis la musique, c'est vraiment, pour moi, un lien formidable. Il y a des petits endroits, des petits lieux où on a envie d'aller écouter des gens, même des fois locaux, mais c'est pas que les écouter, c'est parler avec les autres aussi. C'est ces endroits importants où on se sent sécurisé, où on s'amuse, on se détend, on voit des choses un peu différentes du quotidien. Moi, j'ai eu travaillé très peu pour des patrons, c'est le cas en ce moment, c'est dur. Attention, c'est vachement dur. Il faut une patience folle, il faut une abnégation forte. Quand tu as des idées, il faut ranger son frein. Et maintenant, je vois les choses différemment. J'ai un peu tout vécu. J'étais patron, j'étais élu, j'étais musicien, j'étais salarié. Eh bien, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Il faut vraiment trouver un équilibre. Et moi, je crois plus, il ne faut pas chercher à faire des kolkhozes, hein, pas du tout, chacun décide, mais il faut trouver des solutions où il faut se sentir impliqué. Ça, c'est important. Moi, je reviens sur mon truc très basique et assez primaire. Quelqu'un qui a un boulot qui lui plaît, il devrait pouvoir changer, et qui a un logement qui lui plaît. Bon, bien sûr, en fonction de ses moyens. Mais maintenant, on construit beaucoup de logements sociaux qui sont très, très bien. Ils sont super, les nouveaux logements sociaux qu'on fait. Quelqu'un qui peut accéder à un logement dans lequel il se sent bien, où il sent que sa famille peut évoluer, et qui peut avoir accès à des choses, des activités sportives, culturelles, sociales, à des prix corrects. Ça, c'est le rôle d'une mairie, d'une municipalité, d'élus, de favoriser à ce que tout le monde puisse se distraire, même avec le peu d'argent que l'on a, faire des fêtes populaires où tout le monde... Ça, c'est l'exemple de Noël insolite, où ceux qui ne peuvent pas partir au ski, ils goûtent à l'esprit neige, à l'esprit spectacle, voilà, par exemple. Eh bien, ça c'est important. Donc pour moi, les responsabilités dans le travail, c'est de se dire, j'ai la chance d'avoir un logement tout à fait décent, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, et bien du coup, ça, je veux le garder. Mais quand tu n'as pas un métier qui te plaît, quand tu n'as pas un logement qui te plaît, tu n'as pas envie de le garder. Moi, je crois que ça part de là.
Liberté, fraternité, égalité, oui. Moi, je dirais, pas de façon autoritaire, mais le goût des différences, c'est vraiment un sujet très, très intéressant, ça. C'est-à-dire que je cultiverai un petit peu, en plus de liberté, fraternité, égalité, je rajouterai aussi recherche de la culture des gens différents, des différences, quelle que soit la différence. Hein. Ça, c'est peut-être quelque chose qui manque, parce que c'est l'esprit d'ouverture, on se renferme. Dans ces périodes où on se pose des questions politiques, c'est l'égoïsme qui prend le dessus. Voilà. Moi, je me rappelle, j'avais des cinémas à une époque, c'est la guerre du Golfe en 91. Et il y avait 3 salles, 4 salles. J'avais des fois moins de clients que de salles. Pendant la guerre du Golfe, il y avait des gens qui rentraient au cinéma qui regardaient sous les sièges. Et dans les supermarchés, il n'y avait plus d'eau, plus de beurre, plus de farine. Non, mais c'est incroyable. C'est ce côté de quand il y a un danger, ou quand on ne comprend pas, on cantine, tu sais que c'est l'expression des taulards, je cantine, je fais des réserves. Eux, c'est pas des réserves qu'ils font, c'est juste pour survivre. Mais, ou qu'on fait des réserves comme ça, ben c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. À ce moment-là, au contraire, il faut essayer de s'ouvrir aux possibilités. Possibilités que d'offre un voisin, des fois. Tu vois ton voisin en train de réparer sa voiture. Par exemple, tu sors, ça t'arrive, tu as un voisin qui répare sa voiture. Ben, tu discutes avec lui. Le mec, il sait faire la vidange. Si tu apprends à faire la vidange, tu vas gagner des sous, tu vas te débrouiller. Voilà. Et toi, il y a un truc que tu sais faire, autant tu sais faire. Autant un jour, le mec t'entend jouer de la guitare, il va te dire, ah putain, quelle guitare je dois acheter? Et puis là, tu dis, ah, attends, j'ai une guitare d'occasion. Voilà, ça, c'est l'esprit qu'on n'a plus quand même. Et ça, je trouve ça bien dommage. Heureusement, je pense qu'il y a encore des gens qui cultivent ces différences-là. Tu as dans Carpentras une association qui s'appelle Arrivée de la rue, par exemple, avec José Puchalt, qui donne des cours, tu sais, des gens bénévoles qui donnent des cours dans un quartier, qui fait des activités sur le plan plastique, sur le plan de la peinture, sur le plan de l'éveil musical, poétique. Ça, c'est formidable. Ça, voilà, des initiatives intéressantes. Ça, c'est des gens qu'il faut soutenir, qu'il faut aider. Il n'y a pas que lui, hein, ça c'est un exemple. Il y en a plein. Il faut aller cultiver les différences. Voilà. Moi, je dirais ça en plus. C'est terrible, hein, parce que quand tu voyages un peu, on voit des fois des trucs qu'on ne voit plus ici, quoi. Moi, je suis allé à Berlin, par exemple, tu vois, dans les quartiers de Berlin. Berlin, c'est une ville détruite, quand même, hein, qui n'est toujours pas complètement reconstruite, où les gens ne se posent plus de questions sur les lieux. Les commissions de sécurité, les fameuses commissions de sécurité où on se blinde, tu vas dans des lieux où tu as des toilettes, même pas 1 mètre de large pour descendre au sous-sol pour les toilettes, et puis en haut, en fait, c'est la fête, c'est les gens qui mangent dehors, qui boivent des coups, qui parlent dans toutes les langues. Et dans les quartiers qui paraissent complètement insalubres, hein, mais il n'y a pas de danger. En fait, ils sont bien parce qu'ils se sentent libres. Il n'y a pas plus de danger qu'ailleurs. Je ne parle pas des quartiers où c'est les DJ, où c'est la drogue. Je parle simplement des quartiers plutôt culturels. Voilà. Et quand tu voyages, que tu vois ça, tu es content. Et dans les villes, là, ici, pour revenir à ce qu'on a dit, le Comte-Avessin, c'est magnifique, mais ça manque d'endroits comme ça. Ça manque de spontanéité. Il y a une peur qui s'est créée, une peur de l'autre qui s'est créée, une envie. Comme on ne comprend pas, on préfère faire des réserves, se replier sur soi, alors que c'est le contraire. Il faut créer des lieux, le rôle de quelqu'un qui se sent concerné par la collectivité, c'est favoriser ces rencontres-là. Voilà, parce qu'il n'y a pas tant de danger que ça. Hein. Alors, voilà. Après, il y a les dangers mondiaux, c'est sûr, mais ce n'est pas localement qu'on les règle, les dangers mondiaux. Moi, je rêve d'un média où on ne parle que des choses positives. Que des choses positives, voilà. Toutes les initiatives, il y a des émissions parfois, hein, ensemble, je crois, sur la 6, il me semble, voilà. Ça, c'est important. Moi, je ferais un média qui parle que de ça, que des événements, que des choses positives. Il y en a un petit peu, hein. Il y a des petites choses sympas, voilà. À Carpentras, on a Berlingoville, voilà. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Voilà, il y a des petites rumeurs, ça, c'est mignon comme tout, mais j'axerais beaucoup plus là-dessus. Et on se rend compte que les choses positives créent moins d'engouement parce que ça rassure de notre non-ouverture. Quand on voit qu'il y a des drames qui se passent, ah ben il fallait faire attention, hein. Ah ben moi j'y étais pas, heureusement, j'ai fait attention. Voilà, faire attention à quoi? De toute façon, quand ça doit te tomber au coin de la gueule, ça te tombe au coin de la gueule, tu choisis pas. Donc voilà. Et voilà, il n'y a pas des Bataclans partout, et malheureusement, bon, c'est terrifiant, mais c'est quand même... voilà.
Enfin, ça ne nous concerne pas ici, aussi. Voilà, il faut être raisonnable. Et parce que là, on agit encore sur finalement l'égoïsme, sur la compétition du quotidien, sur tout ce qu'il ne faut pas défendre. Et puis après tout, les gens, on ne les élève pas. Hein. Cet état gendarme, là, ça... Puis ça crée une atmosphère de compétition, même aux chiottes. C'est un truc de fou. Faut pas être angélique non plus, c'est-à-dire que la répression, il en faut quand c'est nécessaire. Et des caméras, par exemple, de surveillance, pas en aller jusque-là, mais pour surveiller des endroits un peu malfamés, c'est quand même utile. Pour surveiller les sorties de ville, tu sais, quand il y a des choses qui se font, des cambriolages ou des trafics importants, souvent dans les sorties de ville, je me suis rendu compte que c'est très utile parce qu'on pouvait attraper les plaques d'immatriculation à des heures où on voit sortir les gens, donc il n'y a pas 1000 voitures qui sortent, ça permet de favoriser le travail de la police. Il ne faut pas être angélique non plus, hein, bien sûr, il faut être très carré sur la prévention et la répression, mais en arriver jusqu'aux libertés individuelles, privées, là, ça sort de l'entendement. Faut mieux en rire, franchement, parce que là, c'est... Ben tiens, tu vois, la première idée, tu viens de la donner finalement. Tu fais un lieu comme ça, on ne va pas dire interdit au téléphone, je ne voudrais pas arrêter là, mais on prie aux gens quand même de laisser le téléphone. Voilà. C'est comme une règle. Il pourrait y avoir une consigne à l'entrée. Tu choisis pas, hein. Si tu veux pas y aller, que tu as besoin de ton téléphone, ben, tu n'y vas pas. Mais il pourrait y avoir un lieu comme ça où tu laisses en consigne ton téléphone. Où tu viens sans ton téléphone. Ça serait un petit peu une règle sympathique. Tiens, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, la précision. On a parlé à un moment aussi de la langue française, par exemple, ou toutes les langues. Quand à l'école on utilise des mots précis, ça veut dire qu'on veut mieux se faire comprendre. Donc c'est un désir quand même de se faire comprendre. Non pas par ego, mais pour que l'autre puisse bien réceptionner le message et pour te répondre à la hauteur de ce que tu as dit. Donc ça c'est intéressant. Donc aujourd'hui, la précision dans le français, elle n'y est plus. Ça c'est pas chez tout le monde, heureusement. Bon, moi je suis pas contre l'invention de mots qu'on trouve, voilà, même dans les SMS, il y a parfois l'invention. Mais même là, on peut rester précis. Le côté vague, c'est vrai que la tendance du vague, et même en musique, puisqu'on revient à la musique, c'est trop facile. Parce que on se rend bien compte que dans la précision, on affine la personnalité, on affine la différence, tout en expliquant à l'autre, regarde, découvre ce que je suis en train de te dire. Voilà. Et quand tu écoutes certaines choses aujourd'hui, bah, tu as l'impression d'écouter la même chose, avec les voix détunées, tu sais, là, toujours les mêmes effets, où on parle toujours des grosses bagnoles, des super nanas, des histoires de balles, qu'on appelait nous les romans feuilletons, voilà, bon, ça apporte rien, quoi. Non, ça apporte rien du tout. Voilà, c'est de la consommation, le McDo de la chanson, quoi. Et à la fois, on ne peut pas dicter ce que c'est l'ouverture d'esprit. Donc c'est compliqué aujourd'hui, parce que quand tu prétends avoir de l'ouverture d'esprit, tu ne peux pas non plus ne pas laisser la place à des chanteurs de rap à 2 balles. Il faut pouvoir on ne peut pas les censurer. Donc il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir, à ceux qui vénèrent ça, leur faire écouter autre chose. Mais c'est compliqué. Hein. Pour ça que moi je suis en permanence, j'ai pris une inscription sur un site de musique connu, exprès pour me forcer à écouter des nouveautés. Pour trouver dans les nouveautés actuelles ce que je trouve ouvert, justement. Et ne pas m'arrêter, parce que c'est très énervant, quand tu trouves que la musique c'est de la merde, ça te fait chier, quoi. Ça énerve d'abord, hein. Et puis quand tu sens que tes enfants ils écoutent ça, ça t'énerve encore plus. Alors il faut s'auto-contrôler, parce qu'après tu vas te dire, oui, mais moi je suis contre l'ouverture finalement. Je suis facho. Donc j'essaie de trouver des choses, tu vois. J'essaie de trouver des choses où il accroche pour tout le monde. Heureusement, il y en a encore, mais de moins en moins. Et moi, je pense, tiens, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour la musique, c'est que moi, j'ai connu les maisons de disques à une époque, et les directeurs artistiques avaient des oreilles. Ils s'intéressaient à la musique. Ils avaient une culture, pas forcément de pratiquants d'instruments, mais une culture musicale. Et puis, à un moment donné, dans les années à peu près 2000, je pense, ils ont mis des gars de l'agroalimentaire. Il fallait faire du business. Voilà. Donc, c'est là que ça a été... C'est quand même... C'est l'industrie culturelle, comme le cinéma d'ailleurs. Et à partir de là,
eh ben, on en a fait vraiment de l'industrie. Et on fait émerger n'importe qui à partir du moment où il vend. Mais ça vient aussi des maisons de disques qui ne sont plus françaises, il n'y en a plus aucune française, et dans lesquelles on a mis des vendeurs, quoi. Des vendeurs, des survendeurs. Et en faisant des produits faciles, et qui ne durent pas forcément, mais qui rapportent du cash tout de suite, l'immédiateté. Moi, je pense que de toute façon, il y a plusieurs solutions. On a du mal à trouver un équilibre entre, on va dire, 3 temps. Le temps du travail, qui prend beaucoup, le temps familial et le temps personnel. C'est un équilibre entre les trois. On a du mal. Même moi, dans ma vie, j'ai souvent eu ce conflit. Très souvent eu ce conflit. Et le développement personnel, c'est quand on n'a plus d'équilibre. Alors, pour peu que tu en aies les deux, voire les trois, qui soient en souffrance, t'exploses. C'est automatique. Et ça aussi, c'est dans l'idée du travail, dont on a parlé tout à l'heure. L'idée que chaque personne puisse travailler à peu près le temps qu'elle veut, c'est respecter les énergies de chacun. Moi, j'ai la charge d'énergie de fou. Mais clairement, je fais partie de la catégorie des hyperactifs. Mais même maintenant, avec l'âge, je m'efforce, moi, à prendre des temps pour moi. Bon, il y a des gens qu'il faut qu'ils s'efforcent à prendre du temps pour travailler. Et d'autres qui s'efforcent à prendre du temps familial. Moi, c'est m'efforcer à prendre du temps pour moi. Voilà, par exemple, pour donner un exemple. Et je le ferai de plus en plus. Parce que je me suis rendu compte de cet équilibre-là. Et le développement personnel, l'idée, c'est que on n'est pas... Alors, des fois, il y en a qui compensent l'autre. Et je pense que c'est une insatisfaction liée à tout ça. Moi, la valeur personnelle, je dirais, c'est les valeurs de sécurité sur le plan fraternel. Voilà. Mais au sens large, hein, pas les frères directs. C'est-à-dire qu'on ne te trompe pas sur tes engagements. Quand quelqu'un te dit « je te tape dans la main », celui-là, il n'a pas besoin de faire des cris, il n'a pas le droit de tromper. Voilà, ça me déçoit énormément. C'est peut-être une valeur et une blessure à la fois. Hein. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sur le plan... je dirais que ce qui est important, c'est la valeur de la contribution à la société, soit par le travail, soit par les activités non-travail. C'est une valeur forte. Et puis enfin, la valeur du partage. Voilà, quand on peut. Parce qu'il ne faut pas partager tout. Hein. Il y a des gens qui partagent pour tout et pour rien, c'est pour se valoriser. Le vrai partage. Le partage quand on estime qu'on a quelque chose à apporter. Voilà. Et dans tout ça, on retrouve le respect, on retrouve la tolérance, on retrouve l'amour des autres et la recherche de ce que sont les autres. Et le devoir de s'équilibrer soi-même, d'abord. L'amour, c'est quand tu ne poses plus de questions sur savoir si tu aimes ou tu n'aimes pas. C'est une évidence. Mais ce n'est pas une évidence qui te tombe du ciel, c'est une évidence que tu crées, que tu veux. Et donc, elle arrive souvent après des épreuves. Mais j'admire toujours ceux qui ont l'amour depuis le plus jeune âge et qui le perpétuent. Ça, c'est pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais moi, je suis plutôt dans l'amour épreuve, celui qui m'a fait 1000 épreuves et que j'ai enfin trouvé. Voilà. Et c'est un peu, si tu veux, voilà. Mais que ma compagne a aussi trouvé, parce qu'elle aussi, elle a eu des épreuves. Et parce qu'on a eu toutes les preuves difficiles et la patience de l'autre. Alors, l'écoute en matière d'amour, ça, c'est amplifié encore, que c'est très important. L'écoute, la compréhension, le refuge d'une personne en qui tu peux compter et dont tu as une entière confiance. Et que de temps en temps tu admires. C'est marrant d'admirer quelqu'un aussi. Mais admirer comme ça, en sachant que c'est pas une star, hein, tu l'admires pour des actions même du quotidien. Voilà. Ça serait sujet, ça. Je sais pas si tout le monde peut... Moi je suis con là-dessus. Je pense que l'amour, ça se mérite. Ça se mérite au fond de soi, déjà. C'est-à-dire qu'il faut aller le chercher. Ça tombe pas comme ça. Tu vas le chercher par les épreuves et tu dois te corriger, toi. Parce que tout le monde s'est comporté qu'à un moment donné, pas forcément très bien en amour. Et c'est normal, parce que c'est quand même un sujet vaste. Même quand tu l'as cherché, des fois, tu as commis des erreurs. Voilà. Il faut être en capacité de... Et puis, il faut quand même trouver quelqu'un qui a les mêmes affinités, les mêmes aspirations. Hein. Donc là, c'est encore un autre sujet. Hein. Voilà. Et là, on est encore dans le moment qu'on disait, avec tous les réseaux sociaux et autres sites. Dans l'immédiateté, l'amour, pour moi,
c'est pas immédiat, hein. C'est long, hein. À quel moment tu peux dire vraiment que tu aimes? Il n'y a que l'avenir qui le dira. En tous les cas, tu peux dire que tu es sur le chemin de la recherche de l'amour. Si on regarde un petit peu la planète et les multiples planètes qui peuvent exister, c'est assez prétentieux de penser qu'on est seul sur Terre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est quand même vachement prétentieux. Quand on regarde l'immensité et le nombre de planètes qui peuvent exister, c'est quand même vachement prétentieux de penser ça. Donc oui, je pense qu'il y a d'autres formes de vie. Voilà. Ne serait-ce que parce que on croit qu'il se passe des choses extraordinaires sur notre planète, mais on n'en est pas sûr du tout, hein. On est quand même, on a intérêt quand même à essayer d'arriver vieux le mieux possible et sans idée judéo-chrétienne. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, mais en tous les cas, on laisse des choses pour ceux qui sont là. Et quand ils pensent à toi, il vaut mieux qu'ils pensent à des bonnes choses qu'à des conneries que tu as fait. C'est pas mieux. Bon, je contourne un peu la question, j'ai conscience, hein, mais c'est... Voilà. C'est de vivre passionné. Mais attention, la passion a des dangers. Donc moi, j'essaie de l'équilibrer, ma passion. J'ai enfin compris qu'il fallait que je l'équilibre. On parlait de spiritualité, moi je fais de la relaxation, par exemple. Très souvent. Quand je vois que ça s'emballe trop, avant je me disais, putain, c'est bon, c'est l'euphorie, je m'emballe partout, ah, j'ai une énergie folle, je capte tout. Non, maintenant je ralentis, clac. Quand je vois que c'est ça, je m'arrange pour ralentir. Et donc, je reste... Il y avait... un philosophe qui était à la fois berbère et hongrois, qui avait dit dans les années 356, je retrouverai le nom, hein, c'est pas grave, on peut le retrouver. Il avait une phrase, une maxime qui disait mieux vaut s'être perdu dans sa passion que d'avoir perdu sa passion. Voilà. Il vaut mieux se brûler, comprendre ce qu'on a fait, se corriger, que de ne plus avoir de vie au fond de soi. Ça, c'est terrible. Alors moi j'aime beaucoup l'Italie, par exemple, c'est un pays que j'aime beaucoup, qui est très diversifié. Il y a des beautés de paysages, c'est pas très loin, hein, voilà. Et puis j'aime bien les endroits de vie très forts aussi, qu'on peut trouver dans les capitales du Nord, là, comme ça. Je parlais de Berlin, c'est des villes intéressantes quand même, foisonnantes. Et j'ai envie de... Je suis allé en Finlande aussi, j'ai eu des choses très marrantes en Finlande, même dans des coins perdus comme Rovaniemi. Justement, dans des endroits où les gens se retrouvent le soir, ils boivent des canons, mais il y en a un qui est là, qui est le capitaine de soirée, qui fait attention, qui gère les autres, et qui n'a pas de débordement, voilà. Dans les villes du Nord, c'est comme ça. Et la Suède, par exemple, j'ai un copain qui est marié avec une Suédoise, et il me raconte beaucoup, donc ça me donne envie. Les soirées commencent à 18h, elles finissent à 11h. Et il y a toujours un responsable. Il est responsable, pas pour se valoriser, il est responsable pour le collectif. Voilà, c'est vachement bien. Et puis ça veut bien dire qu'on peut changer ce rôle, parce que le jour où il n'est pas responsable, il va un peu se lâcher. Mais le responsable va lui dire, écoute, t'as bu 4 whisky costauds là, arrête. Mais gentiment, puis ils acceptent. C'est pas l'autorité, ça. C'est pas l'autoritarisme, c'est d'autorité fraternelle. C'est pas pareil. Et on change les rôles, donc on peut se comprendre. Ah, j'ai changé beaucoup. Alors, de l'époque où on réparait les vieilles motos japonaises dans son coin, moi c'était l'époque de la 750 Ford Honda, hein, dans les années 70. La moto mythique qui existe encore, qu'on retrouve. Et puis après, ça a été beaucoup les sportives. Les Ducati, les motos italiennes. J'en ai encore une avec mon fils, mais que je ne prends plus. Et puis Olivia, ma compagne, a dit, bon, maintenant, il faut que tu prennes une moto que je puisse un peu piloter un jour. Elle a raison, il faut partager. Et alors, elle s'est mise en tête de passer le permis. Et on est allé voir des magasins. Et puis, elle est montée sur plusieurs motos. On est montés tous les deux. Et puis, elle m'a dit, celle-là me plaît. Elle avait trouvé d'occasion une vieille moto dans un coin. C'était un 1200 BM, flat twin, ce qu'on appelle les 2 cylindres plats, mais roadster. Roadster, c'est-à-dire que c'est plus bas, alors que les grands trails, là, les 1200 GS, c'est plus bas. Et elle monte dessus. Elle me dit, allez, qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle était un peu vintage et tout. Et elle met bien les pieds par terre. Et puis, je demande l'occasion. C'est pas trop cher.
Puis j'ai plein de copains dans la moto, ils me disent ouais, le flat twin, tu verras, c'est sympa, mais c'est pépère, ça a du couple, mais c'est quand même, ça envoie quand même, ça se pilote bien. Et ils m'ont dit non, mais attention, il faut que tu trouves une occasion où il y a tout ce qu'il faut, l'ABS et tout. Et j'ai trouvé une super occasion qui est dans le garage. Et le week-end, on s'en va. Et puis elle est en train de passer son permis moto. Et puis elle tournait bien. Hein. Alors là, les 1200 BM, c'est formidable à deux. Il faut être curieux. Pour rêver, il faut être curieux. Chacun a ses domaines de curiosité. Il y en a, c'est le sport, la musique, la culture en général, hein, l'audiovisuel, le cinéma, ça peut être l'architecture, ça peut être la poterie, ça peut être aimer construire une maison, aimer du bricolage, voilà. Il faut continuer à avoir des amis très hétéroclites aussi, qui t'apportent. Il faut être curieux. Moi, je lutte encore une fois contre les musiques qui sortent et j'essaye de quand même rester curieux. Mais je me fais violence. Se faire violence, c'est pas traumatisant, mais j'essaie de toujours trouver du bon. C'est ça de curieux, de voir ce qui a changé. Par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que les DJ qui créaient, c'est un instrument. J'étais réfractaire. Moi, j'ai fait de la musique, j'ai fait conservatoire, j'en ai bavé à faire des gammes. Ils me font chier ces DJ qui arrivent, qui font deux bidouilles et qui sortent un morceau, tu vois. Mais non, j'ai lutté contre moi-même. Et là, on m'a aidé, ma compagne notamment, elle m'a aidé. Mais non, c'est un instrument. C'est un autre instrument. J'ai enfin compris. Alors du coup, maintenant, je vais apprendre. Tu vois, je vais apprendre la musique assistée par ordinateur. J'ai vraiment envie d'apprendre ça. Parce que je me suis quand même rendu compte qu'il y a des gens qui étaient vraiment des créateurs là-dedans. Vraiment. J'ai mis du temps, tu vois. Et bien c'est ça. Pour continuer de rêver, il faut être curieux. Il faut se laisser bercer par ceux qui sont un peu plus contemporains que toi. Et de temps en temps, ça ne t'empêche pas de revenir sur des valeurs. Comme on a dit tout à l'heure, d'écouter un vieux disque de jazz. Parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. Mais on voit par exemple dans des musiques de Moby et de Saint-Germain, c'est quand même pas mal, quoi. Ça sonne. Et pourtant, ils utilisent des musiques électroniques. Ils utilisent beaucoup la musique assistée par ordinateur. Donc ça veut quand même dire que c'est un instrument nouveau. Voilà, être curieux, c'est d'aller plus loin. Je ne serai peut-être pas un bon instrumentiste, mais je veux comprendre. Et quand j'aurai compris, j'aurai une oreille qui sera plus affinée à ces musiques-là. J'ai permis notamment à faire le festival électro, Colors, avec Pascal Morin, PEC. Mais je me suis vraiment... J'ai écouté ce qu'il m'a dit, c'est lui qui m'a convaincu. Et je suis très fier de ça. Ah ben oui, alors là, ça c'est formidable. L'âme d'enfant, ça te fait casser la gueule des fois, parce que l'âme d'enfant, c'est de la naïveté. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, je sais pas moi, vous allez, parce que, je sais pas, admettons que la ville de Paris te dise, voilà, on va vous commander des films sur les nouveaux moyens de voie écologique, tout ce qui est mode de déplacement doux. Mais attention, ça nous fait chier, vous êtes du Conservateur, vous allez créer une société là-bas avec des bureaux. Ben, la naïveté, ça va te dire de le faire. Le mec qui n'est pas naïf, oh putain, fait chier, il faut la Paris. Il faut du bureau. Oh, les thunes. Ah, c'est chiant. Ah, merde, il faut un comptable. Ah, putain, il faudra faire une déclaration aux impôts. Mais la naïveté, ça permet ça. Et donc, l'âme d'enfant, c'est ça, c'est de rester naïf. C'est de te dire, ça va être dur, mais c'est tellement chouette ce que je vais faire au bout du compte. Ça va tellement me booster, finalement, dans ma vie. C'est une expérience incroyable. Et tu vas oublier les contraintes. Et moi, je crois que rêver, c'est oublier les contraintes. Et il faut rester naïf. Tant pis. C'est con. Des fois, on se prend des claques dans la gueule, mais c'est pas grave. Vaut mieux être comme ça que calculateur permanent, comme on en connaît beaucoup, et puis qui deviennent tous les mêmes, hein, finalement, très rabougris, très centrés sur eux. Voilà, bon, tu auras ta retraite, tant mieux pour toi. Mais n'empêche que, ben voilà, rien n'est meilleur que les plaisirs intérieurs et partagés, bien sûr, avec un petit groupe. Il ne faut pas trop rêver. Déjà, grâce à la curiosité, si y a un domaine qui t'intéresse, il faut aller jusqu'au bout, et qui permettra, par une approche de la connaissance de ce domaine, de croire un peu plus en toi. Et puis après, moi je pense que quand même, la société, à la fois, on critique, mais il y a des tas de gens qui peuvent t'aider, quoi. Il y a des gens de confiance. Tout à l'heure, on a parlé de PNL, il peut y avoir des coachs, il peut y avoir des tas de gens.
Bien sûr, là aussi, il y a des charlatans, comme partout, il y a des gens plus ou moins bons, mais tu peux trouver quelqu'un qui peut t'aider. Faut pas hésiter à s'appuyer sur des gens dont c'est le métier, qui peuvent t'apporter. Si ça colle pas, tu vas en voir un autre, mais il faut pas hésiter. Parce que déjà, quelqu'un qui est par exemple timide et qui va avoir un coach mental, un coach psychologique, qui va l'aider, il fait déjà la démarche de ne plus vouloir l'être timide. Et si jamais il a trouvé les clés, il va être drôlement brillant, j'en suis sûr. Il va donc se libérer encore plus. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut la connaissance, la curiosité et s'appuyer sur des gens. Il y a tellement de choses dans ce monde, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de gens qui savent faire des tas de choses. Ça c'est quand même le... Ben, j'en sais rien, je sais pas, parce que moi je suis perplexe aussi par rapport à tout ça. Je trouve que ça crée parfois des personnalités schizophrènes. Hein, il y a les gens qui sont en face, puis les gens qui apparaissent sur les réseaux sociaux avec des statuts, des machins, des vidéos où on ne les reconnaît pas, quoi. Comment faire? Ben, il faut peut-être, encore une fois, je reviens à ma petite idée gentille, avoir des lieux où on ne vient pas avec les téléphones. Et on se parle. Ils ne sont pas obligés de venir, hein. Mais au moins ceux qui sont tentés par revenir comme avant. Après tout, en Italie, dans certains villages, on a encore des villages reculés, où il y a le banc devant la petite place, où les gens viennent s'asseoir de tous les âges. C'est pas que les mamies ou les papis, tous les âges. Et il y a les petits bambins qui circulent en vélo, et ils se parlent. Dans des pays méditerranéens, pas qu'en Italie, il y a aussi ça. Il y a encore ça. Donc le côté archaïque, c'est pas si mal, hein, parce qu'il y a encore des pays où on sort la chaise pour aller parler dehors avec le voisin. Ben si, je pense que le portable qui isole, je pense à un écrivain que j'aime beaucoup, tiens, tu vois, les écrivains me reviennent, qui s'appelle Miguel Benassayag. C'est un type qui a été commandant de la guérilla en Argentine, qui est un philosophe, qui a beaucoup travaillé pour des émissions de France Culture et avec Jean-Michel Mermet, c'est ça, oui. Daniel Mermet, pardon. Là-bas, si j'y suis. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le portable, plus jamais seul. Très intéressant. Et c'est un tout petit bouquin, mais en fait, ça isole. On a bien compris le propos, c'est ironique. Et on croit qu'on n'est plus jamais seul. Et en fait, c'est trop facile. C'est vraiment on est vraiment dans la surcroissance du moi permanent, et ça crée un déséquilibre psychologique, hein, ça, c'est évident. Donc moi je pense qu'il devrait maintenant, comme il y a des lieux où on ne doit plus fumer, ben, les lieux et plus les portables. Je pense que c'est nocif. À un moment donné, c'est nocif. On devrait avoir comme les lieux et plus des lieux par portable. Mais moi le premier, hein, je fais pas le malin. J'aurais du mal à le... Mais si tu montres l'exemple, peut-être que... Voilà. Ah, bien sûr qu'il ne fait pas de rêves absurdes. Hein, ah oui, bien sûr. Moi, je fais souvent un rêve qui revient. En interprétation, on a essayé de me le décoder. Je suis dans un rail. Voilà. Je ne suis pas le train, mais mes deux mains sont sur un objet qui sont sur les deux rails. Voilà. Ces rails-là sont très tortueux, ils se baissent et tout. À un moment donné, il y a des obstacles et tout, que je les évite, je sais pas comment. Et puis le rêve, ça finit, c'est toujours très positif. Tout d'un coup, je vois le rail à perte de vue qui n'en finit jamais. Et il n'y a plus d'obstacles. On m'a dit que c'était positif, parce que c'est un chemin de vie difficile, et puis après, tu trouves la sérénité. Voilà. Ça, c'est un rêve. Donc, c'est un peu absurde. Hein. C'est un mélange de manga, de jeux électroniques et de réalité. Et puis finalement, c'est un rail, mais il n'y a pas de bruit. On ne consomme pas d'énergie. Parce que les deux objets que je tiens à la main, ils sont motorisés en fait. On ne sait pas comment, par une énergie, je ne sais pas comment. À chaque fois, je rêve de ça. Et il y a un élément supplémentaire. C'est marrant, hein? C'est toujours le même scénario, mais il y a un élément technique supplémentaire qui vient s'additionner. Mais il n'y a pas de portable. Alors voilà, oui, alors donc l'événement incroyable qui m'est arrivé un jour, je rejoignais Jean-Pierre Darras qui habitait dans le 6e arrondissement à Paris, et moi, le 6e arrondissement à Paris, c'est pas trop un endroit que je traîne, hein. Je suis pas un bourgeois à la base, hein, mais c'est pas grave, pas parce que t'es pas un bourgeois que tu vas pas dans les beaux quartiers, t'as le droit d'aller partout, hein. Et donc je prends le métro, je sors au métro Ranelagh, je me rappelle,
en 16e, et je pensais à un gars qui s'appelle Théodore Monod, qui est un type qui se ressourçait dans le désert, qui a des écrits très philosophiques, très intéressants sur un plan sociologique. Je pensais à lui, je venais de lire son bouquin, et je sors du métro, je tombe sur lui. Un type qui avait plus de 90 ans, qui marchait avec une canne, mais très présentable, beaucoup d'allure. Et je lui dis, monsieur Théodore Monod, je pensais à vous à l'instant. Et il s'arrête et on se parle, comme si c'était normal que je le rencontre. Et on a parlé 5-10 minutes, comme ça, mais très simplement, au milieu de la foule, comme si avec nous deux, très cordialement, comme des amis. Ça, j'ai trouvé ça, c'est incroyable quand même. Voilà. Bon, ça reste assez réel, hein. C'est pas trop fou, mais c'est une belle rencontre, je me rappelle très bien. Tout n'est pas intéressant dans Nietzsche, mais il y a quelque chose, moi, qui est bercé beaucoup dans les milieux artistiques. Il disait un truc très simple, une œuvre non éditée n'existe pas. C'est-à-dire qu'en disant ça, il encourage à ceux qui font des choses de les faire savoir. Parce que si tu es un artiste dans ton coin, c'est de l'ego. Si tu lâches ton œuvre vers les gens, ça peut devenir aussi l'ego par la médiatisation. Mais déjà, tu veux partager. Donc j'aime assez bien cette phrase-là. Une œuvre non éditée n'existe pas. Et puis ça ramène au concret aussi. Parce que moi je pense que finalement, on a beaucoup parlé, mais il y a un mélange de créativité, mais des pieds sur terre. Le plus peur, c'est... il y a... tiens, je vais redonner un autre livre qui s'appelle Besoin de vélo. On retrouvera l'éditeur, j'ai oublié, c'est un écrivain qui a fait beaucoup de choses sur le sport, les athlètes dans leur tête, etc. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Et il dit dans ce livre, qui parle du vélo, à chaque page, c'est le vélo entraînement, le vélo détente, le vélo découverte, le Tour de France, tout ça. Et à un moment donné, il dit, en vélo, l'enfer, c'est le rythme des autres. Donc ce qui me fait le plus peur, et ce qui m'attire le plus, c'est les autres. Parce que derrière les autres, des fois, quand on a gardé son âme d'enfant et qu'on reste un peu naïf, des fois, il y a des pièges. Et j'ai pas trop été bon dans ma vie pour déceler les pièges. Tant mieux, hein, ça veut dire que je suis encore naïf. Ben, de toute façon, moi, j'ai pas de recette, mais je compte bien contribuer à ma petite manière à ça. Et déjà, de temps en temps, il faut sortir de chez soi, chercher des lieux un peu conviviaux, hein, pas forcément des bars ou des concerts, mais ça peut être aussi des associations, j'en parlais tout à l'heure, apporter son rôle. J'ai pas de recette hein, quand même. Hein. Ce qui est sûr, c'est que il faut déjà utiliser les ressources qui existent déjà. Et même dans une commune, il y a toujours des ressources. Il y a des associations, des tas de choses. Mais j'ai pas de recette en fait. Hein. Je compte bien, à mon niveau, montrer qu'il faut sortir un peu de son quant à soi, de ses petites limites. Mais je peux le dire à des amis, à des copains, je peux essayer de convaincre 2-3 personnes. Et si chacun fait ça, ce sera pas mal. J'ai pas d'autres prétentions là-dessus. Alors, fut un temps, je le fais moins maintenant. Je partais 2 jours ou 3 tout seul en VTT avec une tente en mangeant des trucs lyophilisés. Mais bon, maintenant, je suis moins courageux. Je le fais moins. La nature, c'est essentiel. Hein. Et j'ai plutôt envie de le partager, en fait, que de le faire seul. Et la nature, c'est essentiel. C'est d'abord les bruits de la nature, les odeurs de la nature, la beauté de la nature. Quand je suis arrivé à Baume de Venise et que j'ai trouvé cet endroit magnifique, c'est pas pour rien, hein, en toutes les saisons. Moi, je crois que la nature, et je suis plutôt impressionné par la montagne que la mer, parce que la montagne me paraît totalement inaccessible. Euh, et je pense que la nature nous dominera toujours, mais que les gens l'ont oublié. Ils ont oublié. De temps en temps, une catastrophe qui arrive, elle révèle qu'elle est plus forte que les hommes. Et je pense qu'on oublie ça. Enfin, pas tous, hein. Il y a quand même plein de gens qui ont de la conscientisation, mais cette conscience-là, pardon. Et
On devrait pouvoir de temps en temps faire un petit stage là, pendant une semaine à se retrouver dans la nature. Voilà. D'ailleurs, moi je conseille aussi un petit truc, tiens, je change de sujet. Je conseille à tous les élus de faire un stage, par exemple d'1 mois, à vivre dans un quartier populaire, dit cité HLM, avec les revenus qu'ont les gens. Voilà. Un élu courageux il pourrait faire ça. Moi je suis partant. Je l'ai dit à d'autres élus qui étaient très embourgeoisés, ça les a fâchés terriblement. Hein. Un député local à qui j'ai dit ça, je dis si tu veux, plutôt que de savoir tout sur tout, eh bien, je te propose qu'on parte tous les deux 1 mois, chacun dans un appartement, même en face si tu veux, au bout du plan, pour vraiment aller à la découverte des gens. Mais attention, hein, avec des revenus très faibles. Et vraiment là, il y aura la réalité. Ça, c'est 2 stages que je propose. Une semaine dans la nature, une semaine. Mais vraiment, t'enlèves tout. Hein. 1 mois, c'est rien. Hein. Mais c'est pas grave. Tu auras de quoi déjà générer des envies de solidarité. Alors, le grand message d'espoir pour les jeunes, c'est qu'il n'y a pas que le fric dans la vie. Voilà, il y a être équilibré. C'est important d'être autonome financièrement, mais ça ne doit pas être une obsession, car tous les jeunes que je crois, c'est une obsession. Voilà, faut arrêter. Il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas être à poil au niveau argent. Il faut à un moment donné se contenter, mais on n'est pas obligé d'avoir une super bagnole, et on n'est pas obligé d'avoir un truc. Si un jour tu as envie d'avoir une super bagnole, c'est que tu peux, mais c'est pas essentiel. C'est vivre avec ses moyens et trouver un équilibre entre les 3 temps que j'ai dit, le temps personnel, le temps familial, le temps du travail, et pas trop obsédé par tout ça. Il n'y a pas que ça. Voilà.